Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, créatrice de contenus digitaux et podcasteuse indépendante. Sur mon compte Instagram Claire Mondré, je partage mes passions et découvertes à travers lesquelles j'ai à cœur de transmettre un mode de vie plus conscient et des conseils bien-être. Avec Slower Stories, je souhaite valoriser les femmes entrepreneurs qui contribuent à rendre demain meilleur grâce à leur activité. Je les invite à raconter leur parcours, leurs différentes expériences et ce qui les anime. On échange sur des sujets qui nous touchent à toutes, comme la féminité, le bien-être et le stress, la maternité, l'artisanat ou encore l'éco-responsabilité. Elles se confient aussi sur la façon dont elles vivent l'entrepreneuriat et partagent leurs meilleurs conseils pour lancer son projet. J'ai créé Slower Stories par sororité avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes, mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux-faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles, c'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remercier le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer, vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Dans ce 30e épisode, et oui, il y en a déjà 30, 1 an et demi, 30 épisodes, je n'en reviens toujours pas. C'est, je pense, une des plus belles aventures que j'ai pu commencer, des projets dont je suis la plus fière. Et s'il a pu prendre forme, si j'ai gardé le cap, c'est beaucoup grâce à vous. Essentiellement grâce à vous, aux très belles rencontres et vraiment je suis très heureuse. Donc cette fois, j'ai le plaisir de recevoir Annabelle, fondatrice de la marque de cosmétiques bio, frais et de saison Matière Brute Lab. Annabelle m'explique comment elle a dû faire preuve d'audace et se challenger pour créer sa marque selon sa vision. On échange, entre bien d'autres choses, sur le fonctionnement de notre peau et sur la nécessité de vivre au rythme des saisons. Elle se confie sur la manière dont elle avait imaginé l'entrepreneuriat versus la réalité d'une femme et mère entrepreneur. Pour terminer, j'ai demandé à Annabelle de transmettre son meilleur conseil pour entreprendre. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation. J'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Découvrez dès maintenant l'histoire d'Annabelle. Bonne écoute! Bonjour Annabelle, je suis ravie de te recevoir sur cette émission de podcast. Comment vas-tu? Très bien, bonjour Claire, merci de m'inviter. C'est vraiment un honneur de pouvoir participer à ce superbe podcast. Bon, c'était une évidence pour moi parce que voilà, j'ai rencontré ta marque il y a un bon moment déjà et c'est un immense coup de cœur, tu le sais, donc je suis vraiment heureuse parce que tu as beaucoup à transmettre, donc je suis très contente de cette conversation. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Avec plaisir, je m'appelle Annabelle, j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants, 3 garçons. J'habite entre la Bretagne et Paris. J'ai la chance aussi d'avoir des animaux qui sont auprès de moi. Donc j'ai un gros Terre-Neuve et 2 petites poules dans mon jardin. Puis j'ai la chance aussi de baigner dans un monde un peu entrepreneurial avec un mari entrepreneur. Voilà. C'est un lieu qui te correspond bien, je pense. Oui, je pense, oui. Je me sens bien là où je suis. Bon, mais super. Et du coup, tu fais le voyage pour le travail. Bon, c'est génial parce que le confinement nous a permis de voir qu'on pouvait faire beaucoup de choses à distance, mais c'est pas trop lourd pour toi de faire les allers-retours parfois? Alors avant, je pense ça l'était et puis c'était nécessaire à l'organisation de mon entreprise, mais le fait d'avoir des enfants m'a obligée de m'organiser au mieux pour ne plus faire autant de déplacements qu'avant. Donc là, en moyenne, Eh oui. je monte je vais à Paris une fois par mois, Ok. 2-3 jours. Donc voilà, et je peux du coup me consacrer aussi à mes enfants autrement. Donc aujourd'hui, je dirais que j'ai trouvé un bon équilibre. C'est top. Est-ce que tu peux me dire comment t'est venue l'idée et l'envie de créer Matière Brute? Alors, l'idée et l'envie, je pense que ça vient de ma passion pour le développement durable, au sens large du terme, et
le développement durable de moi-même. Je travaillais avant dans le secteur de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, je notais des entreprises cotées en bourse sur leurs performances extra-financières, donc toutes leurs performances en lien avec l'environnement, la corruption, les droits de l'homme, enfin voilà, tout ce qui est en dehors du financier. Et j'ai pu noter beaucoup de secteurs, et j'ai pu aussi voir de près toutes les dérives de l'industrie. Et c'était super, ça m'a appris beaucoup, mais t'étais un peu de l'autre côté de la barrière à un peu donner des leçons sans trop savoir en fait, en étant un petit peu décalé avec la réalité du terrain. Et moi, j'avais vraiment envie de passer à l'action et d'être sur le terrain et à mon échelle, essayer de faire et de voir qu'est-ce que ça faisait de faire aussi. Et ensuite, il y a aussi, à un moment donné, j'ai repris des études. J'ai eu un diplôme dans l'agriculture. L'agriculture, pour moi, c'est pour me réenraciner, mais aussi c'est parce que c'est à la base de tout. Avec la terre, eh bien, on se nourrit, on s'habille, on se soigne, on prend soin de soi. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, on sait qu'il faut faire très attention à notre terre et faire en sorte qu'elle puisse se régénérer. Et donc, comprendre comment aujourd'hui on l'exploite, puisqu'on parle d'exploitation agricole, et comment on peut plutôt collaborer avec la terre et faire en sorte que ça soit durable, c'était pour moi très intéressant et important de me former. Donc ça m'a donné après une deuxième, des idées dans ma tête, et après j'avais vraiment envie d'entreprendre. Alors je me disais à peu près dans tous les secteurs d'activité, j'avais plein d'idées un peu partout, mais il fallait bien que j'en choisisse un. Et c'est vrai que je suis aussi attirée par tout ce qui touche le bien-être. Alors, pas en particulier la cosmétique, mais ce qui vraiment touche au bien-être. Et après, j'avais un mode de vie quand même très équilibré. J'ai aussi eu une première grossesse, et c'est vrai que tu fais très 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 attention à toi et surtout à ce petit être qui grandit en toi. Et j'avais des convictions que je faisais très très bien les choses, et en fait je me suis rendu compte que il y avait tous les jours on apprend et tout, mais je me suis rendu compte que ma salle de bain elle était remplie de choses qui n'étaient pas forcément bonnes, même si je pensais que c'était bio, que ça coûtait cher, et en faisant cette découverte, au départ j'étais très en colère, et puis je voulais pas trop croire à ce que je pouvais découvrir, même si je le savais déjà, puisque j'avais déjà étudié de près les déviances de l'industrie de la cosmétique. Mais là c'était vraiment, tu sais, sous mes yeux, mais comme si je l'avais pas vu. Et donc je me suis dit, mais en fait il y a quelque chose à faire vraiment là dans la cosmétique, dans notre quotidien. J'ai commencé à rêver à des choses, et c'est comme ça que l'idée m'est venue de Matière Brute. D'accord, OK. Oui, ça fait beaucoup de liens finalement. Et d'ailleurs, tu t'es formée en agriculture, mais à quel moment? Quand tu étais toi toujours salariée? Oui, j'ai commencé en 2011 et j'ai été diplômée en 2016. Ça m'a pris 5 ans pour obtenir mon diplôme d'agricultrice. Je faisais ça partiellement à distance et en présentiel. Une semaine par mois, j'étais à Beaune en train de venir dans un lycée agricole à passer tous des examens, voilà. Mais c'est hyper courageux, parce que c'est pas évident, je trouve, quand on travaille en même temps. Et puis toi, en plus, j'imagine que tu as eu ton entreprise qui était derrière toi pour te soutenir, pour que tu puisses justement être absente une semaine par mois. C'est formidable. Ça a été ma première grosse négociation et surtout salariale, où j'ai dû vraiment me valoriser à fond et avoir confiance avec justement ces notions d'argent. Et oui. Voilà, parce que c'est ça qui a fait que j'ai pu aussi, c'est qu'ils ont accepté de me payer au même salaire, alors que j'allais être présente une semaine en moins dans l'entreprise. Et voilà, donc ça a été top. Ah ouais, bravo. Et j'imagine que ça a été des fondations solides pour la création de ta marque. Absolument, mais vraiment aujourd'hui, cette formation, ne serait-ce que pour ma relation au quotidien avec les producteurs, aussi pour établir le cahier des charges ultra exigeant de Matière Brute, qui vraiment réside sur toute la chaîne de valeur en amont de la vente, et notamment toute c'est la manière dont on a de cultiver
les plantes, les fruits ou les légumes, la manière dont on a l'environnement, la manière dont on a de les transformer, et tout ça, ça a un énorme impact sur la qualité des soins matière brute, et ça s'appelle pas matière brute pour rien. Et non. C'est que là, tout a été concentré à cet endroit, plus que d'ailleurs sur la marque ou d'autres choses qu'on a l'habitude de voir dans une marque. Nous, on est vraiment mis notre énergie là-dessus. Ouais. Et tu vas m'expliquer un petit peu plus tard les choix que vous avez fait justement pour vos produits. Je voulais revenir sur le fait que tu aies lancé ton entreprise. Est-ce que c'est parti justement, comme tu me l'as si bien dit, de cette envie de passer à l'action et d'être au cœur, enfin d'agir vraiment à ta manière, ou est-ce que tu avais aussi cette fibre entrepreneuriale, ou tu l'as découverte sur le tas? Non, je pense que j'avais les deux. Vraiment, depuis toujours, j'avais envie d'entreprendre, d'être sur le terrain, d'être dans l'action. Je pense que Ouais. j'ai pas mal d'énergie et puis voilà, Peu importe la forme finalement. voilà. D'accord, ok, je comprends. Et voilà. Puis l'envie, oui, enfin me dire que c'est vraiment là où j'allais pouvoir être utile, en tout cas à ce moment-là de ma vie. Et ça s'est passé comment du coup le lancement dans l'entrepreneuriat? C'est une grande aventure. Ouais. Voilà, par où tu as commencé? Est-ce que tu as trouvé un soutien? Ouais, bah il faut pas, je pense, avoir froid aux yeux, et il faut avoir l'envie de sauter dans le vide sans savoir voler. C'est très joliment dit. Bah, moi, je sais pas si on appelle ça de la naïveté ou oui, ou de l'audace, je n'en sais rien, mais en tout cas, au départ, vraiment plein d'excitation à l'idée d'avoir trouvé une idée qui te semble révolutionnaire, qui te donne plein de... Enfin, tu te dis, mais pourquoi on le fait pas en fait? Pourquoi? Parce que moi, à la base, je rêve d'une crème fraîche, ultra concentrée, comme quand, en fait, au final, tu cuisines, tu te fais par exemple, j'en sais rien, mais un super cocktail de fruits avec des super ingrédients. Tu te dis, ben voilà, c'est ça que je veux pour ma peau et je veux rien de plus. Pourquoi on en est arrivé là? Et donc, au départ, je me dis, c'est possible, je vais aller voir n'importe quel laboratoire et puis ils vont me dire, Banco, super ton idée. Sauf que là, c'était pas du tout le cas. J'ai eu plein de gens qui m'ont fermé les portes Ah en me oui. disant, bah non, mais c'est impossible. Déjà, vous voulez, madame, supprimer tous les conservateurs, supprimer tous les agents de texture, les parfums, tous les ingrédients qui font que votre coût de revient va être accessible pour après vendre une crème. Enfin, j'avais un cahier des charges vraiment quand j'arrivais avec mon grand sourire. C'est vraiment... Je me disais, non, c'est impossible. J'allais voir aussi, je suis allée voir au départ des grands de l'industrie de la cosmétique et je leur ai présenté aussi mes rêves et ils m'ont dit, écoute, ça fait 30 ans qu'on est sur le sujet, tu comprends bien que si c'était possible, on l'aurait fait. Eh oui. Voilà, donc... mais moi, je leur dis, mais c'est pas... Enfin, moi, je venais pas du secteur de la cosmétique et je trouvais que c'était du bon sens et que je ne voyais pas pourquoi ça n'était pas possible. Donc, j'ai continué à aller voir si il y avait déjà les ingrédients présents en France, tels que le cahier des charges est mentionné, nommé pour dire qu'en fait, au final, ils sont efficaces. Après, je suis allée voir si on pouvait revoir la formule, les méthodes de production, s'il y avait des acteurs qui pouvaient m'accompagner aussi dans tout ce qui était microbiologie, toxicologie, parce que quand on fait ce qu'on fait chez Matière Brute, il faut être sûr que en termes de microbiologie, on fait des soins ultra clean. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que c'était possible, qu'il y avait tous les acteurs, mais que ce que j'avais pas prévu, il fallait monter un laboratoire, puisque personne voulait le faire, parce que Eh oui. c'est beaucoup de travail et qu'en fait, l'industrie de la cosmétique, c'est bien une industrie et a répondu en fait à la massification de la production et à la massification de la consommation où on est arrivé à avoir des besoins de réduire le coût de revient pour produire une même crème qu'on allait distribuer dans le monde entier avec exactement la même texture, la même conservation. Donc au final, on est arrivé grossièrement à des boîtes de conserve un produit cosmétique qui met en moyenne 2 ans avant d'arriver dans ta salle de bain, avec des ingrédients qui sont
plus du tout frais, qui ont été complètement transformés chimiquement et même en bio. Tu as le droit de transformer tes matières premières et c'est pour ça la fameuse différence entre origine naturelle et naturelle. Bref, quand tu regardes au final la plupart, même la composition d'une crème, tu te retrouves avec 80% d'eau, puis après des corps gras qui ont été raffinés, puis des agents de conservation, des agents de texture, des parfums. Au final, le gros ingrédient que tu vois présent sur ta crème, qui te dit à l'extrait d'hibiscus, il est présent à moins de 1%. Tu sais pas s'il n'a pas été transformé, tu sais pas dans quelles conditions il a été fabriqué, tu sais pas d'où il vient cet extrait, parce que souvent c'est des choses qu'on est allé chercher un peu à l'autre bout de la planète. Et donc, toi, tu as l'impression, parce qu'il y a beaucoup de marketing, et ça représente vraiment le gros du prix de ton flacon, il y a beaucoup de marketing qui te dit qu'on va révolutionner ta vie, ta peau, tes rides, tout ce que tu veux, mais avec au final des ingrédients qui sont morts, une formule un peu inerte, certes qui t'apporte déjà, et ça c'est super, un plaisir organoleptique, et déjà le fait de prendre soin de toi, de te masser le visage, tout ça c'est quand même très positif, mais malheureusement avec toutes les dérives qu'on a vues, quelque chose qui n'est pas forcément bon pour ta peau, voire pire, qui est à l'origine aujourd'hui il y a des perturbateurs endocriniens dans la cosmétique, donc qui sont à l'origine de troubles de la fertilité, du trouble du neurodéveloppement. Il y en a beaucoup, C'est une catastrophe. En fait, tu as eu une approche, et qui fait tout son sens avec ta formation, mais une approche presque comme l'alimentation, c'est même très similaire. Hein. Absolument. C'est cette vision, je pense, qui a été ta force. Ouais. Oui, mais en fait, je l'avoue, beaucoup inspirée du concept de mon homme qui avait monté la récolte des produits frais en direct de producteurs, de saison, et qui, même si on parle d'agriculture biologique, c'est le minimum à avoir parce qu'on sait qu'il n'y a pas de substances chimiques qui ont été mises sur les ingrédients. Après, il faut aller beaucoup plus loin que le label. Et donc, c'est ce lien avec ce producteur, c'est ce lien avec la saisonnalité, tout ce concept de nourriture qui te permet de te nourrir sainement tous les jours, avec du goût et du plaisir. Et pour moi, je voulais offrir, puisque je me dis, je fais du bien à mon corps de l'intérieur, pourquoi je ne ferais pas exactement pareil à l'extérieur, et pourquoi on ne peut pas avoir une formule qu'avec ce qu'on a envie d'avoir sur la peau, c'est-à-dire des ingrédients qui sont actifs, qui ne sont pas chimiques, qui ne t'apportent pas d'irritation, quoi que ce soit, et qui pourraient même se manger, parce que on sait que la barrière de ton corps, elle n'est pas, c'est perméable. Voilà, exactement. Et que si je le mets sur ma peau, il faut aussi que j'ai mes enzymes naturelles sur ma peau qui puissent le biodégrader. Donc un produit chimique, ta peau, elle ne sait pas quoi faire. Un conservateur, elle ne sait pas quoi faire. Il y a plein de bonnes bactéries qu'on a sur la peau, et on va venir déséquilibrer la peau petit à petit avec la tonne de produits chimiques. On s'en met en moyenne 200 molécules chimiques pour une femme. Et quand tu regardes à la fin de notre vie entre un homme et une femme, si l'homme est plus ridé qu'une femme, non. Mais donc, oui, mais c'est fou, parce que c'est un constat, ils ont une meilleure peau que nous. Voilà. Et ils n'y font rien du tout. Exactement. Oui, donc tu voulais reprendre le contrôle là-dessus et agir vraiment au cœur. Mais pour revenir sur l'entrepreneuriat, donc tu l'as dit, tu es maman de 3 enfants. Comment ça se passe pour toi? Comment tu as réussi à trouver l'équilibre? Oui, c'est vrai que quand j'étais à l'école, donc école de commerce ou Sciences Po, ils m'ont pas appris l'entrepreneuriat au féminin. Ah, ça et non. Et donc quand je suis arrivée avec parce que je pense sincèrement qu'on est différents des hommes, et que ce serait une erreur que de ne pas voir qu'on est différent, et que aussi on ait envie de gommer ces différences. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon premier enfant, moi j'avais fait un business plan en mettant 80 heures 80 heures. Enfin, moi j'adore travailler, donc je m'étais mis beaucoup d'heures de travail pour mon concept. Et en fait, je suis une femme, et je suis arrivée là avec ma grossesse, avec ma maternité, avec ma féminité, avec tout ce qui me constitue en tant que femme. Et je me suis pris une claque parce qu'en fait,
aussi parce que je pensais probablement être une superwoman, à pouvoir tout gérer de front, l'allaitement, tout ça. Et donc, finalement, non, je suis qu'une Finalement, humaine. tu l'es quand même, mais tu as revu enfin voilà, ce qui était possible pour toi et juste pour toi, oui. Ouais, c'est vrai. Et ça, du coup, j'ai dû revoir premièrement mon ego. Deuxièmement, comment j'allais entreprendre différemment, en prenant en compte vraiment sans rejeter ou sans en faisant ah non, non, je peux faire comme un homme. Mais non, non c'est impossible. Et je vois bien parce que j'ai mon mari qui a entrepris un peu avant moi. Oui. Mais je vois bien que c'est pas du tout la même chose. Moi, quand je fais quelque chose, déjà, ça demande une énorme organisation, une certaine discipline de vie, et aussi et avant tout, doté de ressources financières à l'échelle de matière brute. Donc, on ne roule pas sur l'or, mais à la base, d'avoir les ressources vraiment financières qui me permettent de prendre le temps, déjà, de vivre cette vie de femme, voilà, et pas passer à côté de ma vie Et oui, parce personnelle. que tu es une femme Voilà, je suis une femme avant tout. avant tout et en parallèle d'être une mère, hein, Ouais. un rôle ne remplace pas l'autre. Exactement. Ce rôle de maman et ce rôle de femme entrepreneur qui doit être leader et qui doit emporter et motiver son équipe et les acteurs autour de cette entreprise à partir dans le même bateau et à voguer tous ensemble, quoi. Une des clés, c'est voilà, d'avoir pu aussi, et encore la possibilité d'avoir des financements pour pouvoir prendre le temps de rester aussi aligné, d'écouter mes convictions et de prendre les bonnes décisions. Et le temps, c'est de l'argent. Et quand tu n'as pas d'argent, parfois tu es obligé de prendre des décisions qui ne te permettent pas de rester aligné avec tes convictions. Donc c'est aussi une des clés. Et puis vraiment revisiter aussi qu'est-ce qui fait que je suis en pleine forme, quel est mon équilibre de vie. Et je me rappelle, je me suis rappelée jeune comment je faisais, qu'est-ce qui faisait que je passais des bonnes semaines, puisque j'avais une vie très très prise, j'étais une sportive de haut niveau quand j'étais jeune, et du coup je me rappelle que les 4 piliers dans ma semaine, il fallait que j'ai le travail, la famille, les amis et le bien-être. Et quand tu es pris dans le tourbillon de la vie, à un moment donné, il y en a un des piliers ou deux ou trois qui commence à partir à la trappe. Et voilà, et je me suis mis des je sais pas comment on appelle ça, mais de l'autocontrôle. Voilà, des limites personnelles. Mais je crois qu'on est obligé d'en passer par là pour... de passer à cette rigueur personnelle finalement qu'on va se mettre pour... je pense que c'est humain de se laisser emporter dans le tourbillon, surtout quand on est passionné par son activité. Et on n'a pas le choix, quoi, en fait. Et parfois on faiblit et le tout, c'est de s'en rendre compte pour de nouveau recadrer, ce qui nous permet de garder le cap et de garder son équilibre. Donc, félicitations à toi de réussir à aujourd'hui avoir trouvé un équilibre, c'est formidable. Merci. Tu m'as dit justement que tu voyais bien que ça avait été différent pour ton mari. Alors, est-ce que tu dirais que c'est parce qu'encore tu penses qu'il n'y a pas une répartition équitable des tâches, peut-être, ou de la gestion du quotidien par vous deux? Cette question entre nous, elle est hyper... on en parle, on regarde, et puis parfois, je pense à avoir un homme assez à l'écoute, et au final, parfois, c'est moi aussi qui ai été éduquée comme je l'ai été, et qui du coup me rend pas compte, mais au final, je fais, et puis oui, à un moment donné, paf, il y a le déséquilibre qui se crée, et si je lui en parle, il me dit bah oui, mais pourquoi tu m'en parles pas, parce que il n'a pas envie de passer. Après, c'est confortable pour lui aussi. Il pourrait aussi se dire, dis donc, mais il n'est pas dans ma vie, il voit pas tout ce que je fais. Donc, ça demande d'en discuter et que tout le monde y trouve son compte. Et après, c'est la communication avant tout. Voilà. Après, on a une génération, tu vois, 37 ans, donc c'est entre les nouvelles, ça je pense, ça c'est super clair, et avant où c'était vraiment beaucoup moins, enfin c'était une organisation de la société qui était différente. Donc voilà, mais je pense qu'avant tout, on peut pas faire changer les autres, ça vient de soi. Donc, oui.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, c'est pareil dans mon couple aussi, et c'est rigolo, c'est vraiment le même fonctionnement. Et je crois, parce que c'est un sujet qui me passionne, que c'est finalement un mélange de et, comme tu l'as si bien dit, on est très différents. Et je crois vraiment qu'il y a des choses qu'on fait plus instinctivement qu'eux. Mm. Et ça, c'est indéniable. Et je veux dire, lutter contre ça, ça me semble un peu difficile. Et après, d'autres éléments qui passent effectivement par la sensibilisation et par l'éducation. Et il y a un gros travail qui a été entamé il y a longtemps déjà, et on en voit déjà les résultats. Donc, on a espoir. Ouais, et c'est surtout, tu vois, je pense que là où c'est difficile plus globalement, c'est encore cette différence de salaire que à diplôme égal, une femme, elle sera toujours, enfin encore aujourd'hui, il y a encore des grosses différences de salaire Oui, entre un homme et une femme, et on voit que l'argent, ça te permet quand même une certaine liberté, et c'est un moyen, donc je pense qu'il y a encore ça qu'il faut continuer à... Nous, notre relation à l'argent, savoir aussi valoriser son travail, avoir confiance, avoir de l'audace, mais c'est aussi, je pense, bon, plus globalement, la société qui doit aussi régulariser ça. Et puis, tu as encore quand même ce travail, entre guillemets, à la maison qui est pas reconnu. Une femme qui va devoir prendre un peu de temps pour éduquer sa famille, parce que c'est un travail, mais c'est personnel, mais c'est un travail incroyable d'une journée quand tu t'occupes de ta maison. Et ben, le problème, c'est que pendant ce moment-là, tu gagnes pas d'argent, t'as pas ta retraite. Si encore, on aura peut-être plus de retraite, donc là, c'est un autre sujet. Mais je pense vraiment que l'organisation du travail, elle a été faite à la base par des hommes et pour des hommes, et que plus globalement, oui, il faut la faire évoluer. Et dans le cadre, enfin, je pense que si tu attends de l'État quelque chose, bon, bah, c'est par ton vote et par tout ça, mais ça peut peut-être être long. Mais c'est aussi le rôle de chacun. Alors, moi, en tant que chef d'entreprise, mais aussi quand tu es salarié, à proposer des nouvelles organisations du exactement. travail, à faire évoluer ben, quand est-ce que tu fais une réunion, quand est-ce que, enfin, tu vois, Oui. pour pas avoir cette charge mentale qui s'accumule et qui arrive à, ben, on se maltraite au final, Oui, nous les femmes, mais on se laisse maltraiter aussi, donc il faut réagir, quoi. c'est ça. Il y a beaucoup de choses à déconstruire, mais voilà, le travail est long, mais en tout cas, il est là et les choses évoluent. Donc, écoute, je te remercie pour ce partage-là, parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour les auditrices du podcast. Donc, merci pour ta transparence. On a échangé sur le fait que les femmes ont un rapport à l'argent différent de celui des hommes. D'ailleurs, tu en as parlé dans le fait d'entreprendre. Pourquoi, selon toi? Et est-ce que c'est ce qui a fait que tu as fait appel à des financements, justement, parce que du coup, tu n'as pas créé Matière Brute qu'avec des fonds propres? Alors, j'ai la chance d'être encore largement majoritaire au sein de Matière Brute, mais je suis allée trouver aussi des actionnaires qui sont des actionnaires de long terme et qui me mettent aucune pression sur les résultats. Enfin, c'est relatif, hein, mais Bien déjà sûr, quand tu es oui. des actionnaires, tu as une petite pression quand même, mais c'est pas des actionnaires qui attendent au bout de 3 ans d'avoir 15% de bénéfices. Donc, Parce c'était... que ça, je sais que c'est ce qui peut faire énormément Bah oui. peur. Bah oui. Et puis si tu n'as plus la trésor pour financer un projet pour lequel tu y crois et qui a vraiment des débouchés, bah, c'est problématique. Donc il faut que les actionnaires aient confiance en toi, en l'humain que tu es et dans le projet. Et donc ça, c'est très important. Mais pour revenir à ta question, je ne sais pas si j'ai une réponse, mais je pense qu'il y a une question d'éducation. Voilà, moi je sais que mon père, il m'a toujours dit, et parfois je ne l'ai pas été, mais sois toujours indépendante vis-à-vis des hommes, indépendante financièrement. Et donc, Ma mère me le disait aussi. et donc forcément déjà moi ça m'a mis dans un moule où dès que j'ai choisi mon premier boulot, ben, j'ai tout fait pour avoir un boulot qui me permettait de bien vivre, faire bon bah je suis sortie déjà de réunions de négociations salariales où le seul mec de l'équipe, lui, il avait eu 10% et moi, j'avais que 2%. Donc, je disais, ah, mais pourtant, on fait le même job. Je pense que, Et enfin, oui, à évaluation égale, hein, et avec beaucoup de satisfaction pour les deux sexes. Enfin, je veux dire, tout se passait bien pour lui et pour moi. Ben, moi, je lui ai dit, mais quand ils t'ont dit ça, ça et ça, t'as répondu quoi? Il me dit, bah, non, j'ai valorisé mon travail. Et moi, en face, hyper disciplinée, docile et serviable, j'ai dit ah oui je comprends, oui d'accord c'est la crise, ah oui je... et si tu veux je me suis fait avoir une fois, mais je me oui, suis dit
Ah ben alors toi, tu viens de me donner une des clés. C'est qu'au final, il faut mieux te valoriser et montrer qu'est-ce que t'apportes à l'entreprise ou au projet. Ou, voilà. Et ça a une valeur et il faut en être conscient, il faut être à l'aise avec ça. Et donc, je pense que c'est aussi comment notre société s'est faite aussi au cours des siècles derniers et depuis tout temps. Et dernièrement, du rôle de la femme qui était plus hors période de guerre, hein, mais qui était plus à s'occuper de son foyer avec des hommes et l'équilibre. Je pense que probablement que les femmes qui ont fait ça à cette époque-là, elles avaient aussi, elles retrouvaient leur équilibre jusqu'à ce que les choses se déséquilibrent encore plus et que C'est ça. voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. Pour revenir à Matière Brute, est-ce que tu peux m'expliquer comment vous avez réussi à tenir ce challenge et cet objectif que toi, tu avais décidé de faire des soins avec des ingrédients de saison et comment tu as toi créé ton propre laboratoire? Je pense que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent. Et si au final, je ne pouvais pas réaliser mon rêve, je ne pourrais pas continuer l'aventure. Donc, il fallait être Oui. sûr déjà de passer par cette grande phase d'exploration, au départ qui a duré 2 ans, pour voir si vraiment c'était possible. Et ensuite, travailler 4 ans sur toute le recherche et le développement de ces formules. Ah, ça a duré 4 ans quand même. Ouais, Ouais, donc d'où ça montre bien l'enjeu qu'il y avait. Financier. Ouais. Et d'ailleurs, je me permets, je m'excuse de te couper, juste si je ne me trompe pas, même si je ne connais pas toutes les marques de cosmétiques en France, mais vous êtes une des seules à avoir cette approche de saisonnalité. Ouais, la saisonnalité, mais au-delà de ça, cette approche singulière de la saisonnalité, qui est une saisonnalité, on va dire, locale, parce que tu peux faire. Il y a une marque qui a tourné tout son marketing autour de la saisonnalité, mais au final, elle dit que la peau a des besoins différents, mais elle va aller chercher un peu partout des ingrédients dans le monde entier D'accord, oui. et va un petit peu avoir des ingrédients stars à chaque saison, mais au final avoir toujours la même formule. Nous, à la base, la saisonnalité, ça a été une des réponses, mais la première volonté, c'était de dire je veux quelque chose d'ultra sain et efficace. Donc, l'ultra sain, il fallait supprimer absolument. Donc, c'était de l'exclusion, tous les ingrédients nocifs. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, même les huiles essentielles, c'est très naturel. Et tu te dis, on peut mettre des huiles naturelles, des huiles essentielles dans un soin. Mais le problème d'une huile essentielle, c'est que ça te soigne. Ça reste un médicament. Ça reste à la base de la médecine. Dans une goutte d'huile essentielle, tu as une concentration de 3 à 8 kilos. Et ça peut être ultra concentré, ça peut être photosensibilisant, ça peut te rendre, c'est allergisant pour certaines peaux. Donc, même, tu vois, quelque chose d'ultra naturel, c'est des choses qu'on a aussi exclues. Donc, on voulait vraiment au final que même une femme enceinte qui, elle, quand elle est enceinte, comme de par hasard, elle a plus le droit de prendre de médicaments, plus le droit de se mettre de cosmétiques, ni de vernis, ni de faire très attention à son consommation d'alcool, de café, enfin, il y a des choses même. Incroyable, on en a déjà parlé, mais comment on n'en est pas venu à faire le constat qu'effectivement, si tout ça c'était pas bon pendant la grossesse, en fait, c'est juste pas bon le reste du temps non plus, quoi, pour nous. Exactement, parce qu'en nous, on a plein de cellules, de microcellules qui vivent, qui sont des organismes vivants, comme un petit bébé au final qui se développe en toi. Donc, donc, je voulais faire une crème qui soit même pour les femmes ou les bébés ou les peaux très 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 sensibles. C'était le premier pari et 100% efficace, donc mettre que des ingrédients comme quand tu fais un gâteau, que tu veux un gâteau super bon pour toi et bon au goût, tu vas mettre par exemple du chocolat si tu penses que le chocolat c'est bon, tu vas mettre de la farine de petite épeautre parce que peut-être que c'est plus digeste, tu vas utiliser du rapadura pour remplacer le sucre industriel, enfin bref, tu vas faire ta petite recette et au final tu as un gâteau magnifique, bon et sain. Bon, j'ai pris l'exemple du sucré, donc c'est peut-être pas le meilleur des exemples. Non, mais c'est exactement la même chose et ça fait tout son sens, ouais, vraiment. Voilà, et après je me suis dit, bon, qu'est-ce qui nourrit la peau très correctement? C'est les huiles végétales, qui sont des huiles un ingrédient qu'on obtient
par méthode de transformation douce, sans température, qui sont des merveilles pour la peau. Tous les hydrolats qui sont chargés en molécules actives, mais de manière homéopathique. Et donc, il y a toute la partie allergisante de l'huile essentielle qui n'a pas été recueillie par l'eau pendant la transformation. On va pas avoir de tensioactif chez Matière Brute, mais il va falloir quand même, pour que la crème elle prenne, qui est comme un liant pour que la mayonnaise tienne. Donc ça va être la cire d'abeille qui en plus a des actions pour la peau, qui est filmogène, antibactérien, et elle va renforcer ton film protecteur que la peau a naturellement. On va mettre une gomme naturelle issue de la fermentation de blé pour réussir à... Aussi, c'est un ingrédient qui permet de participer à l'hydratation de la peau, mais au-delà de ça, aussi de concentrer ton hydrolat et de l'extrait de romarin, puisqu'on utilise beaucoup d'huile, pour éviter que nos huiles s'oxydent, et donc ça serait contre-productif pour la peau. Il agit comme un conservateur en fait. Non, il n'est pas conservateur, parce que le conservateur, il va tuer les bactéries. Ah, d'accord, alors okay. que l'antioxydation, si tu en mets dans ton beurre, ça enlèverait le côté, quand ça s'oxyde, ça sent mauvais, c'est rance. D'accord. Et donc, ça veut dire que ton beurre, s'il est rance, il est chargé de radicaux libres qui sont mauvais pour ta peau et ton corps, parce que ça va oxyder ton corps. Donc, ça va provoquer le vieillissement. D'accord. Le vieillissement de ta peau. Et un conservateur, ça va vraiment venir tuer les bactéries et éviter les moisissures. Voilà, c'était cette nuance-là que j'avais pas forcément saisie de suite. Ok, c'est plus clair. Et les conservateurs, la plupart même, sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Et puis même un conservateur, t'imagines, qui va venir tuer les bactéries. C'est un peu comme un pesticide qui va venir tuer les mauvais insectes. Mais il va aussi tuer les bons insectes. Donc, il va venir déséquilibrer. Cette peau, elle est incroyable. C'est ce qui nous protège vraiment des agressions extérieures et qui nous permet aussi un bon fonctionnement de notre organisme à l'intérieur aussi. Donc, à la base, elle est très, très bien faite. Si on ne vivait pas dans une ambiance urbaine, polluée, stressante, fatigante, avec un déséquilibre alimentaire... Pas besoin. Non. Dans le meilleur des mondes, on n'en aurait pas besoin. Donc, là, l'idée, c'est de prendre en compte ça et de se dire, ok, comment on fait pour accompagner la peau le plus naturellement possible à bien fonctionner? Et du coup, comment on la nourrit la plus efficacement possible? Donc, il y avait déjà tous ces critères que je t'ai dit, mais le dernier, et qui paraît une évidence, c'est que quand on observe sa peau, on voit bien que d'abord, on n'a pas un type de peau figé dans le temps. Elle évolue, cette peau, en fonction d'énormément de choses qui viennent de l'extérieur comme de l'intérieur, et notamment cette vie saisonnière qui va te faire vivre plus ou moins à l'intérieur, qui va te faire vivre des températures extrêmes, des températures plus changeantes, qui vont te faire changer tes activités, changer la manière dont tu as de te nourrir, changer au final, toi qui as un mode de vie très slow et qui cultive le beau et le sain, naturellement, quand on te suit sur les réseaux sociaux, on se rend compte que ton mode de vie n'est pas figé et que tous les jours, tu ne reproduis pas la même chose, notamment tu ne t'habilles pas pareil, tu ne manges pas pareil, tu ne fais pas les mêmes activités, tu t'exposes plus ou moins à l'extérieur. Et donc voilà, ça paraît une évidence, je pense que ça l'est pour le textile, l'alimentation, les activités, mais on se dit, ça ne nous viendrait pas à l'idée que la peau, elle n'a pas besoin d'être nourrie tous les jours. C'est la grande oubliée alors que c'est le plus grand organe du corps. Donc, voilà, et celle qui est le plus exposée au final, et surtout la peau du visage qui reflète vraiment en plus ta santé intérieure. Ouais. Et du coup, comme c'était pas réalisable, vous avez créé votre propre laboratoire. Voilà. Toute seule au départ, puis après j'ai fait appel à une ingénieure chimiste qui m'a aidée à notamment structurer le laboratoire face à quelque chose qui fait peur, c'est toutes les normes européennes en lien avec notre secteur, donc on appelle ça les bonnes pratiques de fabrication, et c'est vrai que le laboratoire de Matière Brute doit faire face aux mêmes règles que le laboratoire L'Oréal. Sauf qu'on n'a pas les mêmes moyens. Et non,
Là est le plus grand challenge. Voilà. Et puis, donc, du coup, il fallait vraiment structurer Ouais. et par rapport à cette vision qui va à contre-courant du secteur de la cosmétique. Et donc, comment voilà, sourcer différemment les matières premières, produire différemment, conditionner différemment. Donc, revoir absolument toute cette chaîne de valeur en amont pour sortir ce soin saisonnier qui va durer que le temps de la saison, donc qui va aussi à contre-courant de ce qu'on peut trouver dans les boutiques. Donc, au départ, je me disais, on va être vendu au rayon frais à côté des yaourts, tu vois, parce que je m'étais dit, on va changer. Enfin, Mais franchement, c'est un travail mais titanesque. Je suis admirative parce que c'est vraiment que tu m'étonnes quand tu me donnes la durée de développement de vos produits avant le lancement. J'imagine qu'il y a eu des moments où peut-être tu as dû connaître douter. des périodes de doute, ouais, de Ouais. doute et presque de découragement parce que vraiment, félicitations à toi de t'être accroché. Ouais. Oui, c'est vrai que bon, je pense que c'est une des barrières à l'entrée parce que encore une fois, on n'a pas les mêmes moyens que des grands, mais c'est tellement à la base du travail et fastidieux de mettre ça en place que au final, c'est une barrière pour les concurrents qui veulent nous copier. Je pense que c'est compliqué. Enfin, faut aimer le travail. Faut aimer travailler et puis vraiment être un peu casque à pointe, quoi, parce que pour Oui. rester Ah, mais c'est toujours ta force, hein, de toute ouais, façon, hein. peut-être, il faut être endurant et tout ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a des moments où, plus d'une fois, je me suis dit, non mais j'arrête, hein. Enfin, je veux dire, moi, je sais, je le fais foncièrement parce que je suis convaincue, et c'est ma vérité, hein, mais que c'est ça qu'il faut pour la peau des gens. Bien sûr. Si les personnes en face, elles ne veulent pas y croire aussi, elles veulent faire différemment, bon bah moi après tout, je peux faire plein d'autres choses, hein, mais là, je pense sincèrement que si tu veux prendre soin de ta peau et que tu veux rayonner toute l'année, là il y a vraiment quelque chose euh, qui est là et que franchement, on se donne, enfin pas que Matière Haute, hein, tous les acteurs, ceux qui sont en amont, dans la terre, tous les jours, à voir le changement climatique, à essayer de faire en sorte que l'année Et d'après, oui, parce qu'on a des saisons de plus en plus complexes et difficiles à appréhender et c'est un challenge supplémentaire c'est un de la challenge part de ouais. supplémentaire et la nature, et nous, nos ingrédients, ils s'adaptent hein, d'une année sur l'autre. Ils ont plus la même senteur, ils ont plus la même couleur parce que eux, ils font face à tout ça. Donc la nature, elle a cette énorme grande capacité à suivre, en tout cas à s'adapter. Elle est obligée aussi. Oui. Et c'est ce qui fait que vos soins ne seront jamais les mêmes. Ah oui, et même parfois, au sein même d'une saison, quand on se enfin, si on a une matière première en manque, eh bien, la menthe poivrée, par exemple, je cite, parce qu'une année c'était le cas, elle n'avait plus du tout la même senteur. Et donc, il y a des clients qui m'appellent, mais pourquoi ça n'est plus du tout pareil? Je dis, parce que juste, elle a été récoltée un tout petit peu plus tard et c'est du vivant. Et donc, elle est toujours très concentrée, très bonne pour la peau, mais elle a juste une Et oui. senteur un petit peu différente, quoi. Vos soins sont vraiment le reflet et bien appuyé une fois de plus l'évidence que la nature nous donne, ce dont on a besoin pour notre santé globale. Ah, c'est sûr que on fait du biomimétisme et c'est vraiment la nature et l'alimentation, et donc l'alimentation qui est tirée de la nature, hein, parce que l'alimentation de saison fait juste suivre le cycle Exactement. biologique, naturel de la nature, mais c'est ça qui, je pense, qui est du bon sens, et quand tu es urbain, tu es déraciné et tu as un peu pousse hors sol et il te manque ça. Et je pense qu'une des choses que Matière Brute t'apporte à sa petite échelle, c'est un petit enracinement dans ta salle de bain où du coup tu plonges le nez dans la nature et dans la saison et ça t'embarque. Mm. C'est vrai que c'est à chaque fois une Et oui. petite découverte sensorielle très forte et différente que ce qu'on peut t'apporter dans une crème qui aura toute l'année la même couleur, les mêmes apports, les mêmes ingrédients, les mêmes, voilà, quelque chose de figé. Voilà. Et quel âge a Matière Brute, du coup, aujourd'hui? Écoute, ouf, dans ma tête, elle a 2014, donc ça fait 2014, ça fait 6 ans. Et officiellement, 2007, non, 8 ans, pardon. Oui, 2014, l'âge de mon fils, pardon, 8 ans, et officiellement 6 ans. D'accord, OK. Mm. Et aujourd'hui, du coup, comment tu fais toi pour allier, faire concilier en fait, la santé financière de l'entreprise et tes engagements? J'imagine que durant ces 6 années, tu as dû, revoir peut-être certaines choses? Eh bien, ça demande de la prévision et donc très, très régulièrement, je refais des plans à 3 ans en ayant la stratégie, elle évolue
au fur et à mesure que l'entreprise grandit, tu n'as pas les mêmes problématiques. Et par exemple, l'an prochain, on a vraiment nos deux enjeux principaux. Là, on va massivement investir, c'est dans la notoriété de matière brute et on est déjà, depuis quelques années, on a investi dessus, mais là, l'an prochain, on veut transformer l'essai sur un packaging qui va être complètement biodégradable. Et c'est vraiment mon gros... Là, c'est le truc qui m'excite le plus. Je sais que ça te tient à cœur, ouais. et je l'ai, mais la fois où ça va arriver et que ça va être là, je serai mais vraiment très, très heureuse, même si ça participera une petite pierre en plus à tout ce développement. Mais pour ça, si tu prévois, ça demande de faire de la gestion de la finance. Oui. Moi, je suis beaucoup dans les chiffres, beaucoup dans les projets, beaucoup dans le... Je calcule absolument tout. Et ça, c'est si tu peux le faire, justement, que tu n'as peut-être pas besoin de te faire accompagner sur tous les niveaux financiers, c'est parce que tu as fait ce travail-là peut-être lorsque tu étais salarié. Ah oui, et puis ça fait partie de j'ai fait quand même, parce que j'ai fait une école de commerce en premier lieu, donc du coup, normalement, on devrait apprendre à compter, même si tu te rends compte que c'est pas toujours le cas et que calculer une marge brute, t'es là. Non, mais du coup, il faut comprendre les chiffres, et puis j'ai des membres de conseil d'administration de grandes entreprises, et je devais revoir avec eux, moi j'étais là pour le côté RSE, mais du coup, on avait toute la partie finance et j'ai beaucoup de posé des questions pour comprendre un compte de résultat, un bilan. Et aujourd'hui, je sais, je comprends toutes les lignes. Avoir une vision, c'est important. Oui, avoir une vision, anticiper, préparer pour pouvoir dérouler. C'est comme, tu vois, moi j'ai un agenda qui est à l'heure près et aussi sur mon Google. Oui, il a l'air très fourni. Oui, c'est vrai. Et je pense que vraiment, c'est important de prendre le temps de planifier, anticiper, pour après vivre le moment présent et dérouler et être très ancré. Mais sinon, on peut avoir des coups de chance, on peut avoir des opportunités, mais pour moi, ça sera juste peut-être un coup de chance, alors qu'il faut réussir à faire que ça marche tous les jours, quoi. Ouais, je te remercie en tout cas. Enfin, moi, je sais que ce qui m'a marqué lorsque je t'ai rencontré et que j'ai rencontré ta marque, c'est que je pense que tu es une des personnes les plus engagées que j'ai rencontrées et surtout qui incarne le mieux les valeurs qu'elle défend avec sa marque. Alors tu m'as dit que le déclic était un peu venu lors de ta grossesse, de vouloir créer une marque de cosmétiques qui soit saine et éco-responsable. Est-ce que toi, avant ça, parce que tu t'es passionné de développement durable et tu as vraiment tout ce mode de vie qui est autour de ces valeurs-là qui sont importantes pour toi, est-ce que tu saurais dire quand tu as eu ta première prise de conscience? Je pense sincèrement que ça vient, c'est au-delà de moi, ça coule dans mes veines et c'est l'imprégnation familiale. J'avais une grand-mère qui a fait partie d'une vague d'immigration et qui s'est retrouvée à l'époque je ne vais pas tout raconter l'histoire de ma grand-mère, mais en tout cas qui était très avant-gardiste, qui avec les moyens qu'elle avait, elle allait dans les années 60-70, elle mangeait la vie claire, elle était végane, elle a élevé, elle a élevé ses 7 frères et sœurs seule et mon père. Elle était hyper engagée en tant que femme. Bon, elle était aussi très dure, mais voilà, elle était engagée. Et puis elle se soignait qu'avec des plantes et elle avait un nombre comme ça de bouquins de plantes et comment se soigner au naturel. Et au final, tout ce que je retrouve aujourd'hui à la mode dans les magazines, c'est les bouquins de ma grand-mère. Donc elle, déjà, je pense qu'elle a donné ça à mon père et qui me l'a transmis et l'imprégnation familiale, oui, puisque mes parents ils ont toujours travaillé dans le social et donc on va dire dans le respect de l'humain, donc de l'environnement. Moi j'ai un papa qui a fait de l'écologie, j'ai été sensibilisée, voilà. L'histoire de famille. Hein. Exactement. Et au départ, quand tu commences à travailler, à faire une école de commerce, tu te dis, oula, est-ce que je vends pas mon âme? Est-ce que je suis au bon endroit? Mon âme au diable. Je comprends tellement. Heureusement, dans tous les cas, ça t'a servi et ça te sert encore.
J'imagine que du coup, tout ça, ce que tu as dans les veines, tu as à cœur de transmettre ça avec ta marque parce que du coup, tu ne fais pas que vendre des cosmétiques qui sont sains pour l'environnement et pour nous. Comment vous Ouais. faites pour justement véhiculer cette envie à vos consommatrices de presque transformer, enfin de leur donner envie en tout cas de peut-être ramener de la conscience dans leur quotidien et de transformer certaines habitudes? Ouais, ce qui est difficile, je trouve, c'est que d'avoir des convictions, parfois, te met aussi des, Des œillères. des œillères et peut te fermer les yeux sur certaines choses. Et tu es tellement dans tes convictions que parfois, donc c'est super, c'est une force, mais Ça te semble une évidence et tu penses pas peut-être à... Ouais, que pour les autres ça l'est, et surtout parfois il y a des choses qui évoluent, donc je pense qu'avant tout il faut tous les jours se poser les questions. Est-ce que aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, est-ce que on peut toujours penser que ça c'est vrai? Est-ce que il y a quand même même si la science elle nous joue beaucoup de tours et on peut en avoir peur comme on peut adorer la science, mais il faut réussir déjà à toujours, en plus avec le nombre d'informations qu'on a, avoir l'esprit critique sur ce qu'on dit et sur ce qu'on croit, et se remettre aussi en question, et toujours se dire mais au final le sens derrière tout ça, pour qui on fait ça, pourquoi, et d'où ça vient en fait, la source c'est hyper ouais. important. Et une fois que ben, tous les jours on se re-challenge un peu sur nos convictions et ce qu'on souhaite proposer, je pense que si on a la valeur, enfin si on reste sur des choses simples et de bon sens qui peuvent être compréhensibles par tous, moi je pense pas être une intellectuelle, hein, je pense dire des choses très simples. Même nos formules, elles sont ultra simples, il n'y a rien de à la base Ouais, mais je crois que c'est le d'incompréhensible. secret. Ouais. Voilà, et si un enfant peut comprendre et peut te lire déjà ta formule et dire ah bah oui, ça a l'air génial, ça va. Enfin, donc c'est rester, je pense, critique, prendre du recul, toujours se demander pour qui, pourquoi on le fait, et rester simple dans son approche, en tout cas dans ce qu'on fait nous. Et puis rester Ouais. aussi humble, et parce qu'on n'est pas parfait et que quand on donne des leçons, enfin, c'est difficile. Chacun chemine à sa vitesse, avec ses infos. Moi, tout le monde, enfin, moi, je chemine tous les jours. Et c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans le greenwashing ou pour notre secteur, c'est voilà, donc il faut Ouais. faire attention et puis essayer tous les jours Et de c'est faire un peu autant mieux. de, c'est ça, j'allais te dire, c'est autant de paramètres à prendre en compte pour sa communication et c'est pas, ça doit pas être aussi évident que ça, forcément, Mm. tous les jours. Ouais. Ouais, ouais, parce que surtout en communication, ce qui marche beaucoup, c'est quand tu fais peur aux gens. Parce que tu tapes Ah directement ouais? ah bah, à fond. En fait, quand tu Ah ouais, dis, tu vois, par exemple, on m'a détecté une tumeur sous les selles, et du coup, ça m'a donné envie de faire des déodorants qui sont clean. Donc là, je viens de te dire que, boum, tumeur égale, même si c'est bénigne, égale cancer. Égale, donc ça te fait peur, et après je te propose une solution qui Oui, oui, paraît oui, dans clean ce sens. Ouais, dans d'accord. ce Mm. sens-là. Et donc c'est vrai que c'est difficile Ouais. parce que même si nous on a de la science, on a des chiffres, on a plein de choses qui pourraient faire très peur, et vu qu'on a Et être vraiment anxiogène en envie, même voilà. temps, et c'est Et pas c'est- forcément, ouais. Ouais, et donc sans vouloir être anxiogène, avoir une communication très positive, mais du coup c'est beaucoup plus long. Parce que c'est le cerveau humain, si tu lis, c'est normal, hein, peur égale défense égale action, donc t'achètes. Ouais. Là, bah, c'est bien, franchement, je pense qu'on en a besoin, hein, de choses positives et des choses qui. Mais il faut accepter aussi que ça fasse moins le buzz, que ça aille moins vite et que ça C'est soit ça. encore dans la slow Oui, finalement, économie. et c'est ça, j'allais le dire, c'est un accord avec tout le reste. C'est voilà, sensibiliser sur le long terme Mm, pour voilà, transformer les consciences petit à petit. Donc, mm. c'est plein de sens, une fois de plus. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as lancé Matière Brute? L'amour de moi. Ouais, là, je pense que bah, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et dans les moments, ouais, les moments les plus difficiles et les moments les plus, ouais, ce qui tue pas rend plus fort. Du coup, ce qui rend plus fort, ouais, c'est cet amour de soi. Je pense que si
on apprend à s'aimer, eh bien, on peut mieux accompagner les autres. Enfin, moi, à la place où je suis, j'ai une équipe, il faut que je les accompagne au mieux. J'ai des clients, il faut que je les accompagne au mieux. Je suis maman, il faut que j'accompagne au mieux mes enfants. J'ai un mari. Au final, voilà. Et si avant tout, je prends pas soin de moi, c'est comme dans l'avion, si tu mets pas ton masque sur toi avant, tu peux pas t'occuper des autres. Donc voilà ce que ça m'a appris, c'est de m'aimer avant tout. Mais c'est une très belle leçon. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant pour toi? Eh bien, ça va être, je pense, en lien avec ce que je viens de dire, c'est d'accompagner ou je dirais d'aider les gens à être bien dans leur peau. Et donc, si on veut philosopher là-dessus, je me dis que, ou je sais pas, un petit peu dérivé, mais si les gens s'aiment, si les gens sont bien dans leur peau, je suis convaincue qu'ils seront encore plus aimants avec leur entourage. Et donc, plus globalement, à plus grande échelle, on va dire, eh bien, ça participera à l'amour et de l'humain et de la planète. Donc, c'est tout petit, tu vois. On pourrait dire que la cosmétique, le secteur dans lequel j'évolue, c'est superficiel. Mais au final, je pense que Je suis pas d'accord, ouais. ouais, Ouais. c'est très très important de. Oh oui. Bah, moi, c'est ce qui fait que j'ai de la force aujourd'hui, c'est que je prends soin de moi avant tout et que je m'aime profondément. Je pense que je me suis mariée avec moi-même avant tout. Et, et voilà. Et je pense que c'est ça. Et ça m'éclate en fait de me dire que les gens ils rayonnent et c'est trop bien. C'est très beau, merci beaucoup. Mais oui, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais absolument, c'était évident que tu viennes ici, c'était pour notamment transmettre le fait que la beauté et le secteur de la cosmétique ne sont pas aussi superficiels qu'on l'imagine. Ouais. C'était important pour moi parce que j'en ai jamais eu cette vision. C'est vraiment prendre soin de sa peau, c'est des rituels qui nous font profondément du bien et ça contribue à notre bonheur au quotidien. Donc, Mm. ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un conseil à transmettre à quelqu'un qui souhaite se lancer mais qui n'ose pas? Je me dis, un conseil, je pense vraiment, parce que je l'ai appris aussi, c'est que je pense que la vie, c'est vraiment un chemin qu'on doit oser prendre et que si on trébuche ou qu'on va à son rythme ou qu'on court très vite ou que voilà, il nous arrive plein de choses, hein, au final, ça fait partie du paysage. Donc c'est vraiment important d'emprunter ce chemin de la vie et d'oser le prendre et de s'écouter et donc de savoir que au final la première source d'amour à trouver, elle se trouve en nous et que si on prête attention à cette source, et ben ça va nous aider franchement à emprunter ce chemin de la vie qui nous est propre. Génial. Merci beaucoup, Annabelle. Qu'est-ce que tu dirais à la Annabelle enfant? Qu'est-ce que je dirais à la Annabelle enfant? Bah vraiment, hein, que elle doit s'aimer avant tout. Non mais Bah ouais, écoute, elle y est ouais. arrivée, donc c'est formidable. Mm. Ouais, merci. Ouais. Est-ce que tu dirais avoir trouvé ta mission de vie? Franchement, je pense euh, que oui, j'avais rencontré un sage une fois qui m'avait dit que on trouve sa mission de vie quand le matin on se réveille et qu'on a de l'énergie, qu'on a envie qu'on sent que c'est fluide, qu'on a envie d'aller voir ses amis, qu'on prend du goût à faire ce qu'on fait, qu'on se sent en bonne santé physique et mentale. Et du coup, si je me tiens à cette définition-là, je pense que oui, et qu'elle ne s'arrête pas là, puisque je pense qu'une mission de vie, Mm. enfin, tu peux l'aborder sous plein de projets différents, sous plein Je de... crois aussi. Voilà, et en tout cas, moi j'aime bien là ce que je fais en ce moment, donc du coup, Eh ben, écoute, c'est le principal, c'est génial. Il t'a transmis une très belle définition, je trouve.
On va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des questions, tu réponds comme tu le souhaites. Ok. Une saison préférée? Le printemps, parce que je suis née le 4 mai et que, non, j'aime bien cette saison parce que c'est le renouveau et j'aime tout ce qui touche au renouveau et voilà, se challenger toujours et puis c'est une saison magnifique. La nature se réveille, elle est pleine C'est d'énergie, vrai. plein de, pleine de fraîcheur et de premiers rayons de soleil qui te plongent dans ces moments estivaux. Je crois que tu aimes, qu'on apprécie tant. Ouais. Donc, ouais, non, le printemps. Ok. Alors, en plus, vous l'avez pas vu, mais elle fermait les yeux de plaisir quand elle me disait ça. Ok. Est-ce que tu as un objet indispensable? Alors, franchement, en toute sincérité, tu vas dire, elle fait de la pub pour Matière Brute, mais l'objet que j'oublie jamais, que j'ai toujours avec moi, c'est le boule à dos. Et, c'est mon marque-page. Et en fait, je me disais, tiens, si je me retrouvais toute seule sur une île, bon, je sais qu'il faudrait un couteau suisse, mais je me suis dit la dernière fois, le boule à dos, parce que ça me procure tellement de bien. C'est un petit outil en bois qui est fabriqué en France et qui permet de s'automasser le visage. Moi, je l'utilise bien évidemment avec les soins Matière Brute, mais je fais ça 2-3 minutes le soir dans mon lit. C'est pas un sextoy, hein, mais Même c'est mon si... petit. Non, je plaisante. Ça procure beaucoup de plaisir, en tout cas, à ma peau. Et donc, Ouais. En c'est plus, comme tu es ça. formée, toi, en massage du visage, il me semble. Oui, par Sylvie Lefranc Ouais. qui du coup ouais, m'a appris le yoga du visage et aussi voilà comment on s'automasse. Ok, génial. Tu peux me dire ta plus grande qualité? Je pense l'amour de l'autre. Une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude, franchement, je crois que je suis parfois un peu excessive, j'aime bien la vie et je suis épicurienne et donc j'aime parfois trop boire. Ah, ok. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à partager? Un livre, un film, voilà, quelque chose qui t'a marqué, que tu Alors, aimerais partager? un livre, ça s'appelle Pieds nus sur la terre sacrée de McLuhan. C'est en fait des récits d'Indiens qui te racontent, enfin pour moi ce que je retiens c'est leur rapport à la nature et c'est prenant, émouvant et donc c'est que des petites histoires comme ça, enfin des petits récits à lire donc D'accord, c'est super. ça me plairait beaucoup. Ouais, je pense que tu vas aimer. Un petit podcast, c'est le postpartum avec Bernadette de Gasquet. Mais même quand on n'est pas enceinte, je trouve que c'est intéressant. C'est disponible sur le site Les Louves. Et le film, j'aime bien Le Cercle des poètes disparus parce que Oh oui, il est sublime. voilà. Ouais, il est magnifique. Écoute, merci beaucoup pour ces beaux partages. Je le noterai en descriptif de l'épisode. Ta plus grande victoire? Ça va être, tu vas dire, elle est prétentieuse, mais bon, je le dis quand même, hein, On c'est l'est ma jamais vie. quand on parle de ses victoires, hein. Il faut pas l'être. Enfin, il faut pas croire qu'on l'est en tout cas. Bah, franchement, ma vie, moi, c'est ma victoire, tu vois. Même ce que je pense vraiment, j'ai pas été tout le temps dans le succès et ça me procure parfois beaucoup de mal-être quand j'y repense, mais c'est ça qui me construit, qui m'a construit, qui me permet d'évoluer. Et donc, parfois, mais j'ai pas du tout envie, mais je me dis, bon, bah, si au cas où je meurs maintenant, franchement, j'en aurais bien profité. Voilà. Génial, merci beaucoup. C'est une très belle réponse et non, tu peux en être fière, hein. Est-ce que tu as Merci. un rituel bien-être auquel tu tiens particulièrement? Le soir, c'est vraiment là où vraiment j'adore aller dans ma salle de bain. C'est comme un petit sas de décompression pour moi et c'est assez méditatif. C'est un peu mon espace où je peux fermer vraiment la porte et Je en vois tout plus à fait. voilà, voilà. Et du coup, bah, en plus prendre le temps de faire mes petits massages avec mes petits soins. J'ai souvent, on se battait avec mon mec sur la taille de la salle de bain. Je lui dis, mais moi, c'est ma pièce préférée. Enfin, c'est celle où, voilà, Ouais, oui. j'aime bien y être et j'aimerais bien, tu vois, dans des projets, avoir une salle de bain qui donne sur la nature. Parce que Ah ouais. là, aujourd'hui,
elle est un peu fermée, donc j'aimerais bien avoir une grande baie vitrée et voir la nature. J'espère un jour. D'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'avais pas forcément prévue, mais que j'avais envie de te poser. Quel est ton soin matière brute préféré? Bien, la crème, vraiment, parce que c'est pour moi le soin le plus complet. Tu as les hydrolats et l'huile présente en même temps avec la cire d'abeille. Et je ne suis pas une très grande consommatrice de soins, j'ai pas un rituel très complexe. Et souvent, quand je pars en voyage, si je n'oublie pas de prendre ma trousse de toilette, je glisse juste ma crème de soin. Elle Elle se répond suffit à tout. elle-même. Voilà, elle répond aux besoins de ma peau, qui elle fonctionne aussi naturellement. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'elle a repris le dessus aussi et la santé. Enfin, elle fonctionne très bien, plus ou moins pas seule, parce que mais ça m'arrive parfois pendant 1 ou 2 jours de strictement rien mettre sur ma peau et je sens qu'elle en a besoin aussi d'être un peu en jachère Eh oui, pour se régénérer aussi sans ajout, sans rien et elle ok. est canon. Merci beaucoup. Un mantra peut-être qui t'accompagne au quotidien. Alors, ça va être un mantra en lien avec la saisonnalité. On aime, c'est pas pour l'auteur, hein, c'est Camille qui a dit ça, hein, mais il dit au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. J'adore ça parce Très que beau. c'est vrai que l'hiver, pour certaines personnes, c'est le moment de l'introspection, du reclus sur soi-même. Les journées sont très courtes, on a beaucoup moins de lumière, on a des fêtes de Noël qui sont plus ou moins bien vécues, on mange parfois trop riche et donc cette période-là, ça peut être une période difficile où on a beaucoup de dépression saisonnière Oui, et donc une peau terne, une peau avec des boutons, avec bon, bref. Et je pense que si on arrive à vraiment s'enraciner dans l'hiver, sans subir cette période, mais plutôt en vraiment en pensant, déjà, souvent je dis après la tempête, il y a toujours le calme, et en se disant, mais au final, qu'est-ce qui fait que je me sens bien ici et maintenant? Et de toute manière, l'hiver va revenir tous les ans. Comment je fais eh oui. pour bien vivre cette saison? Et petit à petit, voilà, pour faire en sorte que ce soit un moment où on se dit, mais en fait, il y a une bonne raison que l'hiver se présente et si on comprend ces raisons-là, ben on est en plus bonne forme et on a un meilleur été encore après. Exactement, c'est un très très bon conseil. Vivre au rythme des saisons en les acceptant et les accueillir parce que sinon c'est effectivement en étant à contre-courant qu'on le vit moins bien. Je te poserai une dernière question. Ce podcast valorise les femmes qui sèment le beau, qui contribuent de par leur activité à rendre demain meilleur. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi? Alors, Maria Montessori, mais elle est morte, donc ça ne marchera pas. Écoute, peut-être que demain il y aura un moyen de d'interviewer des personnes dans le mais Ouais, mais non. Alors, vraiment, à cette question-là, vu qu'on parle de demain, je me dis qu'il y a une personne qui fait un métier incroyable, difficile et plein de convictions. C'est le métier d'assistante maternelle. Quand on dit que la personnalité se fait entre les 0 et 3 et puis jusqu'à 7 ans, ça va vraiment forger vraiment le tronc de ta personnalité, ces femmes-là, parce que c'est souvent des femmes, jouent un rôle mais incroyable dans notre société parce que ça fait les adultes de demain. Et oui. si cet accompagnement-là, il n'est pas bien fait, parce que en tant que parent, tu confies, et nous, on a été confiés à des gens qui n'étaient pas nos parents et qui se retrouvent quand même la plupart du temps avec nous. Elles passent plus de temps avec les enfants que les parents ne passent avec leurs enfants. Donc, Oui, ce sont des métiers en plus qui sont peu valorisés, oui, ils ont des salaires de misère, voilà, enfin, de misère, non, mais franchement, par rapport à un des trader, petits salaires, oui. voilà, elle devrait avoir un salaire de trader, parce que s'occuper des enfants des autres, c'est quelque chose aussi, tu vois. Donc, Ça m'émeut que tu dises ça parce que c'était le métier de ma maman. ah oui, c'est vrai. Oh là là, Ouais, bah, ouais, c'est rigolo, je m'attendais pas du tout à cette réponse, donc c'est chouette. Je te remercie ah d'évoquer bah, ce métier. Hmm. ah bah, je savais pas, tu vois, que ta maman, et moi, pour moi, ces femmes-là, je les bénis, quoi. Voilà. Ouais.
Merci beaucoup Annabelle, je suis ravie de cette conversation et comme je te l'ai dit, une des personnes les plus engagées que je connaisse. Je suis ravie que Instagram finalement nous ait réunis. Encore une fois, moi je trouve que ce réseau est en ça formidable, vraiment. J'utilise tes produits depuis 1 an et demi, si je ne fais pas d'erreur et je suis sincèrement convaincue par leurs bienfaits et je les recommande d'ailleurs souvent autour de moi. Donc merci beaucoup pour ton investissement et tout ce que tu transmets à travers ta marque. Et merci à toi de nous soutenir depuis déjà 1 an et demi. Tu le fais spontanément, et ce qui est très rare parce que tu as aussi un métier qui doit valoriser des choses et c'est aussi ton métier de faire du contenu qui, je ne sais pas comment m'exprimer vraiment bien, mais qui est rémunéré. Et toi, je sais que Matière Brute, tu nous mets en avant depuis le début, et c'est grâce à des personnes comme toi qui prônent cette vie opulente, cette culture du beau, du sain, et puis en plus, tu mets en lumière à chaque fois des personnes vraiment très inspirantes, et tu pourrais toi-même t'auto-interviewer. C'est voilà. très gentil. Merci beaucoup Annabelle, c'est un plaisir de vous soutenir et de continuer un petit peu le chemin avec vous. En tout cas, merci encore. Longue et heureuse vie à Matière Brute. Je te remercie Claire. À bientôt. À bientôt. J'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets, mais aussi de transformer un peu votre quotidien. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter ce podcast et à laisser un avis, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous.